Un film d'animation questionne le public sur la liberté de conscience. NTD s'est entretenu avec le réalisateur de Printemps éternel, un documentaire sur la persécution du Falun Gong en Chine. La Chine est confrontée à une sévère épidémie de Covid-19, l'une des plus fortes depuis son apparition à Wuhan. Mais combien de temps Pékin va-t-il s'en tenir à sa politique dite du zéro cas ? Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. La 26e édition du Festival du film de Human Rights Watch a eu lieu il y a quelques jours. Elle présente une sélection de 10 nouveaux films fascinants provenant du monde entier. 3 projections en direct à Londres étaient au programme et une édition numérique complète au Royaume-Uni et en Irlande. Neil Woodrow de NTD s'est entretenu avec le réalisateur de l'un de ses films, Printemps éternel. Le 26e Festival du film de Human Rights Watch s'est déroulé dans le monde entier il y a quelques jours. Cette année, les cinéastes se concentrent sur des questions telles que la liberté de choix, l'expression culturelle et les traumatismes familiaux. L'un des films phares est le documentaire Printemps éternel avec des illustrations de l'artiste chinois Da Xiong, reconnu à l'international. Le film raconte l'histoire de Da Xiong lui-même qui a dû fuir la Chine pour échapper aux persécutions. Neil Woodrow de NTD s'est entretenu avec le réalisateur et producteur du film, Jason Loftus, pour en savoir plus. Dites-nous en plus sur le film, l'histoire et les personnages impliqués. C'est une histoire vraie, non? Oui, c'est un documentaire, mais nous utilisons l'animation pour donner vie à l'histoire. Il a commencé à travailler avec l'illustrateur Da Xiong sur un projet de jeu vidéo et a appris à connaître son histoire. Da Xiong nous a raconté son histoire remarquable sur la raison pour laquelle il a dû quitter la Chine. Et c'est lié à la persécution contre le Falun Gong. Mais plus précisément, cet effort dramatique où les pratiquants de Falun Gong dans cette ville, un groupe d'entre eux, se sont réunis et ont élaboré un plan pour pirater la télévision d'État afin de contrer la propagande de l'État contre leur foi. Cet événement a donné lieu à de nombreuses arrestations dans toute la ville et a forcé l'artiste Da Xiong à abandonner son studio de bande dessinée et à fuir sa ville natale, sa maison, son pays d'origine également. 在体会当时那种带回那种回忆的时候呢，我有一种很沉重的被压抑的感觉。 Nous avons décidé d'utiliser les illustrations de Da Xiong, car c'est un artiste, en essayant de rencontrer d'autres témoins et de reconstituer l'histoire, et nous avons utilisé l'animation pour donner vie à son art. Et nous avons pu trouver le seul pirate informatique encore en vie qui a réussi à quitter la Chine. L'un d'entre eux vit en Corée. Nous nous sommes rendus sur place, nous avons pris des images et cela nous a vraiment aidé à donner vie à l'histoire. C'est une histoire assez dramatique. L'histoire en elle-même, c'est la persécution de combien de personnes? Il y avait quelque chose comme près de 100 millions de pratiquants de Falun Gong, ce genre de pratique pacifique. Et puis cette tentative très audacieuse de pirater le réseau national de télévision. C'est vraiment quelque chose d'autre, n'est-ce pas? J'ai été surpris par cet événement. Mais lorsqu'on observe cela et que l'on comprend ce que les gens vivaient à cette époque, la réalité est qu'ils n'avaient pas de porte de sortie. Tous les médias étaient contrôlés par l'État. Et il y avait cette sorte de dénonciation perpétuelle du Falun Gong. Et personne n'avait la possibilité de contrer ce récit et de dire « Non, ce n'est pas ça le Falun Gong » ou « Les médias d'État déforment nos croyances ou notre pratique » ou « Ceci est de la désinformation », il n'y avait aucune possibilité de faire entendre une autre voix. Je pense qu'en Occident, nous ne mesurons pas l'intensité de la propagande des médias d'État du Parti communiste chinois, à quel point cela impacte les gens. Oui, je pense que c'est un point clé. Nous avons essayé de le transmettre dans ce film. Et ça se fait à travers les témoins. Nous parlons avec ces gens, et ils nous disent ce qu'ils ressentent. Et ici, pour les besoins de l'histoire, nous nous concentrons sur quelques personnes. Mais, quand tout le monde autour de vous dit que vous faites quelque chose de mal, ou que vous êtes une mauvaise personne, ou l'État diffuse ce récit comme quoi vous êtes dangereux et mauvais et tout ce genre de choses, vous n'avez juste aucun recours pour parler, c'est difficile à imaginer. En plus de Printemps éternel, Jason travaille sur un autre documentaire sur la persécution des minorités religieuses en Chine. Le jeu vidéo de Kung Fu sur lequel il travaillait avec Da Xiong allait être publié par le géant chinois des médias Tencent.
Et au moment où ce jeu était publié, alors que nous travaillions sur ces documentaires, le gouvernement chinois a contacté mes partenaires commerciaux chez Tencent, les obligeant à couper les liens avec ma société. Le Bureau de la sécurité publique en Chine a contacté les membres de la famille de ma femme et partenaire de production Marshall Loftus, qui est originaire de Changchun, et a commencé à faire pression sur les membres de sa famille en les avertissant qu'ils savaient ce que nous faisions à l'étranger. Vous ressentez vraiment l'impact. Mais quand je rencontre ces gens, et que je vois ce qu'ils ont enduré et ce qu'ils ont vécu pour s'exprimer, je pense qu'il est important que ceux d'entre nous qui ont la liberté de s'exprimer fassent ce qu'ils peuvent pour aider à faire la lumière sur ces questions. Les personnes résidant au Royaume-Uni et en Irlande ont pu regarder Printemps éternel sur le site de Human Rights Watch jusqu'à vendredi dernier. La Chine, le pays où le virus du PCC a été détecté pour la première fois, applique l'une des politiques d'élimination des virus les plus strictes au monde. Mais après 2 ans de confinement, de tests de masse et de quarantaine, les dernières épidémies d'Omicron en Chine mettent cette stratégie à l'épreuve comme jamais auparavant. Pour une grande partie du globe, vivre avec le virus du Parti communiste chinois, ou virus du PCC, est devenu la nouvelle normalité. L'infection est à l'origine du Covid-19 et est apparue sous plusieurs variantes dans le monde. Les pays s'adaptent largement à l'apparition de faibles nombres de cas de virus à long terme. Mais en Chine et à Hong Kong, une politique stricte du 0 cas ou 0 Covid-19 est toujours en place. Pourtant, le variant Omicron a donné du fil à retordre à cet objectif. Fondamentalement, je pense que le gouvernement chinois s'est placé au-dessus des lois naturelles. Je ne pense pas que la sagesse humaine ait été capable jusqu'à présent de prédire clairement, voire de contrôler les grandes pandémies, en particulier pour les maladies infectieuses respiratoires. Cette politique vise à éliminer complètement le virus à l'intérieur des frontières de la Chine ainsi que dans la ville de Hong Kong. Mais alors que des dizaines de millions de personnes sont actuellement confinées en Chine et que Hong Kong est aux prises avec sa pire épidémie, la Chine peut-elle encore tenir son objectif ? C'est totalement irréaliste. Ces variants sont tellement contagieux, en particulier le BA.2, un sous-variant de l'Omicron, est en fait 30% plus transmissible que les variants originaux de l'Omicron. Beaucoup de personnes ayant contracté l'infection ne présentent aucun symptôme. Alors comment la Chine applique-t-elle cette politique ? En gros, cela signifie des tests de masse, le traçage des contacts, l'isolement immédiat des personnes infectées, l'interdiction des voyages internationaux et nationaux et le confinement des villes. Ces méthodes ont été présentées par le dirigeant communiste chinois Xi Jinping comme étant les plus efficaces pour lutter contre le virus. Mais en réalité, cette politique a un coût élevé. Contrairement aux mesures de confinement prises ailleurs, en Chine, les gens peuvent être enfermés chez eux s'ils sont considérés comme à haut risque. Les établissements publics peuvent être fermés alors que des personnes s'y trouvent encore si une seule infection ou une infection présumée est détectée. Les responsables locaux sont régulièrement sanctionnés en cas d'épidémie dans leur région, ce qui les incite à mettre en œuvre des mesures extrêmes de prévention contre le virus pour faire baisser le nombre de cas. Dans de nombreuses communautés sous confinement, les résidents se sont plaints d'un accès limité à la nourriture, aux fournitures et aux traitements médicaux. Cette politique a également entraîné des perturbations répétées dans le secteur de la fabrication et de la production, en particulier dans les villes portuaires qui subissent constamment des confinements. Il est trop tard pour parler de tolérance zéro. Le virus s'est répandu très vite. Ils peuvent essayer ces mesures extrêmes, mais au final, il faut s'ouvrir et il y aura des gens qui seront simplement porteurs du virus, mais sans symptômes. Donc, il continuera quand même à se propager. Le modèle a commencé à montrer des signes de fatigue l'année dernière, suivi par le variant Delta plus infectieux. On s'est demandé combien de temps la Chine pourrait maintenir cette politique. Et maintenant, Omicron l'a remise en question. La province de Jilin, dans le nord-est de la Chine, a été la première région du pays à être placée sous confinement depuis l'épidémie initiale à Wuhan. L'ordre a affecté des millions de personnes. Et à Hong Kong, les autorités constatent désormais plus de 10 000 cas et plus de 200 décès par jour. Le système de santé de la ville est débordé. Alors pourquoi la Chine s'accroche-t-elle toujours à sa politique du 0 cas ? Des experts déclarent que les dirigeants communistes de Pékin ont peut-être politisé la réponse de la Chine face à la pandémie. Pour Pékin, un faible taux de mortalité lié au Covid-19 équivaut à prouver la légitimité du régime chinois et de son modèle de gouvernance. Les médias d'État chinois ont également tenté d'utiliser les chiffres du virus aux États-Unis comme un exemple de l'échec de la démocratie. Maintenant que cette politique montre des signes de fatigue, la Chine semble planifier discrètement son abandon. En début de semaine dernière, les autorités chinoises ont annoncé qu'elles allaient isoler les cas légers dans des lieux centralisés plutôt que de les traiter dans des hôpitaux.
Elles ont également abaissé les critères de sortie de quarantaine pour les patients. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.